Vous préparez vos semis, le sécateur à la main. Mais attendez, avez-vous bien vérifié le calendrier lunaire? Et si je vous disais que cette pratique, que certains considèrent comme un secret ancestral, pourrait en réalité être une énorme perte de temps pour votre potager? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une croyance extrêmement tenace dans le monde du jardinage, l'influence de la lune sur nos plantations. Nous allons ensemble séparer le mythe de la réalité, explorer les origines fascinantes de cette idée, et surtout découvrir ce que la science en dit vraiment. Je vous préviens, vous risquez d'être très surpris par les conclusions. Alors, avant même de commencer, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous un adepte convaincu du jardinage lunaire, ou plutôt un sceptique qui demande à voir? Le débat est ouvert? Alors, pour commencer, qu'est-ce que le jardinage avec la lune exactement? L'idée de base est simple. Les différentes phases et positions de la lune dans le ciel influenceraient la croissance des plantes, notamment la circulation de la sève. Cette croyance n'est pas nouvelle, elle puise ses racines dans des traditions agricoles très anciennes, bien avant l'avènement de l'agronomie moderne. Cependant, elle a été théorisée et popularisée au XXe siècle, notamment par l'Autrichien Rudolf Steiner, le père de la biodynamie. C'est un courant qui voit la ferme comme un organisme vivant, connecté aux forces cosmiques. Plus tard, une agricultrice allemande nommée Maria Thun a passé des décennies à expérimenter et à publier des calendriers très détaillés, qui sont devenus la référence pour des millions de jardiniers. Ces calendriers distinguent principalement la lune montante et descendante, la lune croissante et décroissante, et le passage de la lune devant les constellations du zodiaque. Chaque configuration aurait un effet bien précis, favorisant soit les racines, les feuilles, les fleurs ou les fruits. C'est un système complexe et poétique, mais est-il fondé sur la réalité? Entrons dans le vif du sujet avec le premier grand concept, la lune montante et la lune descendante. Attention, il ne faut pas confondre ça avec la lune croissante et décroissante, qui concerne les phases que l'on voit. Non, ici, on parle de la trajectoire de la lune dans le ciel. Chaque jour, elle monte un peu plus haut ou un peu plus bas à l'horizon, sur un cycle d'environ 27 jours. Selon la croyance, quand la lune est montante, la sève monterait avec force dans les parties aériennes des plantes. Ce serait donc le moment idéal pour les greffes, car la sève aiderait à la soudure, et pour récolter des fruits et légumes qui se conservent mieux. À l'inverse, en lune descendante, l'activité végétative se concentrerait dans les racines. Ce serait le moment parfait pour planter, repiquer, travailler le sol, tailler les arbres ou récolter les légumes racines comme les carottes ou les pommes de terre. C'est une belle image, cette sève qui danse au rythme de la lune, mais est-ce que ça correspond à une réalité biologique? C'est ce que nous allons voir. Le deuxième concept clé, c'est celui que tout le monde connaît, les phases de la lune, de la nouvelle lune à la pleine lune. On parle ici de lune croissante, quand la partie visible augmente jusqu'à la pleine lune, et de lune décroissante, quand elle diminue jusqu'à la nouvelle lune. Selon la tradition, la lune croissante serait synonyme de vitalité et de croissance. Les plantes seraient plus résistantes aux maladies et aux parasites. C'est donc le moment privilégié pour semer les plantes qui doivent la monter en graines ou pour récolter les légumes-feuilles. La pleine lune marquerait un pic d'énergie. En revanche, la lune décroissante serait une période de repos, où l'énergie retourne vers la terre. Ce serait le bon moment pour enrichir le sol avec du compost ou du fumier et pour planter les légumes racines. L'idée est que la luminosité croissante de la lune stimulerait la croissance des parties aériennes, tandis que son absence favoriserait le développement souterrain. Encore une fois, c'est une théorie séduisante. Mais la lumière de la lune est-elle vraiment assez puissante pour avoir un tel impact? Maintenant, accrochez-vous, car on entre dans la partie la plus astrologique du calendrier lunaire. Il s'agit du passage de la lune devant les 12 constellations du zodiaque. Les théoriciens de la biodynamie ont associé chacune de ces constellations à l'un des 4 éléments antiques, la terre, l'eau, l'air et le feu.
et chaque élément correspond à une partie de la plante. Ainsi, lorsque la Lune passe devant des constellations de terre comme le Taureau, la Vierge ou le Capricorne, on parle de jour racine. C'est le moment idéal pour s'occuper des carottes, des radis, des pommes de terre. Quand la Lune est devant des constellations d'eau comme le Cancer ou les Poissons, ce sont des jours feuilles, parfaits pour les salades, les épinards, les choux. Les constellations d'air comme les Gémeaux ou la Balance indiquent des jours fleurs, favorables aux brocolis, aux choux-fleurs et aux fleurs ornementales. Enfin, les constellations de feu comme le Bélier ou le Lion annoncent des jours fruits, le moment de chouchouter vos tomates, vos courgettes et vos arbres fruitiers. C'est un système très précis qui demande une organisation rigoureuse. Mais cette classification a-t-elle le moindre fondement scientifique? L'un des arguments les plus souvent avancés pour justifier l'influence de la Lune est la gravité. On nous dit, si la Lune est capable de soulever des océans entiers pour créer les marées, imaginez ce qu'elle peut faire à la petite quantité d'eau contenue dans une plante. L'image est puissante, mais elle est scientifiquement trompeuse. Tout d'abord, l'effet de marée ne fonctionne que sur d'immenses masses d'eau, comme les océans. À l'échelle d'une plante, ou même d'un lac, cet effet est absolument négligeable. Pour vous donner une idée, la force gravitationnelle exercée par un jardinier de 70 kilos qui se penche au-dessus de sa salade est des milliers de fois supérieure à celle exercée par la Lune. Chaque goutte de pluie qui tombe sur une feuille, chaque coup de vent qui la secoue, représente une force physique infiniment plus grande. L'argument de la marée de sève est donc une extrapolation qui ne résiste pas une seule seconde à l'analyse physique. La sève ne monte pas et ne descend pas en fonction de la gravité lunaire. Alors, si la gravité n'est pas en cause, qu'en est-il de la lumière? C'est le deuxième grand argument. La pleine lune éclaire nos nuits, c'est un fait. Certains pensent que cette lumière, même faible, pourrait influencer la germination ou la croissance des plantes. Là encore, les chiffres sont cruels pour le mythe. La lumière de la pleine lune, dans les meilleures conditions possibles, est environ 400 000 fois plus faible que la lumière du soleil. Les plantes ont évolué pour utiliser l'énergie solaire via la photosynthèse, un processus extrêmement efficace. La lumière lunaire est bien trop faible pour déclencher quoi que ce soit de significatif. De plus, de nombreuses graines ont besoin d'une obscurité totale pour germer. Un peu de lumière lunaire pourrait même, en théorie, inhiber leur germination. Penser que cette lueur nocturne puisse avoir un impact comparable à celui d'une journée ensoleillée, de la température du sol ou de la disponibilité en eau, c'est un peu comme croire qu'un murmure peut couvrir le bruit d'un concert de rock. La biologie végétale est formelle. L'impact de la lumière lunaire est au mieux anecdotique. Mais alors, une question se pose. Si les mécanismes physiques et biologiques ne tiennent pas la route, pourquoi tant de jardiniers sont-ils absolument convaincus que ça fonctionne? Pourquoi jurent-ils que leurs meilleures récoltes de carottes ont toujours lieu après un semis en jour racine et en lune descendante? La réponse se trouve non pas dans le ciel ou dans la terre, mais dans notre propre cerveau. Cela s'appelle le biais de confirmation. C'est une tendance naturelle de l'esprit humain à rechercher, interpréter et mémoriser les informations qui confirment ses propres croyances, tout en ignorant celles qui les contredisent. Si vous croyez au calendrier lunaire et que vous réussissez une culture, vous allez vous dire « Ah, c'est la preuve que ça marche ». Mais si vous la ratez, vous trouverez une autre explication. Le manque d'eau, une maladie, les limaces. Vous n'allez pas remettre en cause le calendrier. Notre mémoire sélectionne les succès et oublie les échecs, créant une illusion de causalité là où il n'y a qu'une coïncidence. Pourtant, il ne faut pas tout jeter. Le calendrier lunaire a un avantage indirect, mais bien réel. Quel est-il? Il impose un cadre, un rythme. Il oblige le jardinier à être présent, attentif et régulier dans son potager. En vous disant « Aujourd'hui, c'est un jour feuille, je dois m'occuper de mes salades », le calendrier vous pousse à sortir et à observer vos plantes, à désherber, à arroser si besoin. Cette attention constante est l'un des facteurs les plus importants pour la réussite d'un jardin. Un jardinier qui suit n'importe quel calendrier
Même un calendrier basé sur les jours de la semaine, mais qui le fait avec assiduité, aura de bien meilleurs résultats qu'un jardinier négligent. Finalement, le succès que les gens attribuent à la Lune est souvent le résultat de leur propre travail et de leur régularité. Le calendrier lunaire n'est qu'un prétexte, un outil d'organisation qui motive le jardinier à faire les bonnes actions au bon moment, ou du moins à faire des actions tout court, ce qui est déjà essentiel. Passons maintenant à la question que tous les esprits cartésiens se posent. Qu'en dit la recherche scientifique? Des agronomes et des chercheurs se sont penchés sur la question depuis des décennies, en menant des expériences contrôlées. Le protocole est généralement simple. On divise un champ en plusieurs parcelles identiques. Sur certaines, on sème en respectant le calendrier lunaire. Sur d'autres, les parcelles de contrôle, on sème à des dates aléatoires ou jugées défavorables par le calendrier. Toutes les autres conditions, arrosage, qualité du sol, ensoleillement, sont strictement les mêmes. Ensuite, on mesure tout, le taux de germination, la hauteur des plants, le poids de la récolte, la teneur en nutriments, la résistance aux maladies. Et le résultat est sans appel. D'étude en étude, d'université en université, de pays en pays, la conclusion est la même. Aucune différence statistiquement significative n'est jamais observée entre les parcelles lunaires et les parcelles de contrôle. Absolument aucune. Les petites variations qui existent relèvent toujours du hasard. Pour être plus concret, prenons l'exemple d'une étude menée sur plusieurs années par des chercheurs de l'université de Padoue, en Italie, un pays où la tradition du jardinage lunaire est très forte. Ils ont travaillé sur plusieurs cultures, comme la courgette et le haricot. Ils ont suivi scrupuleusement les indications du calendrier de Maria Thun, en testant les jours fruits, les jours défavorables et des jours témoins. Ils ont mesuré la production totale, le calibre des fruits, leur teneur en matière sèche. Leurs conclusions, publiées dans une revue scientifique sérieuse, sont limpides. Nos résultats ne confirment pas l'idée que les phases de la Lune affectent de manière significative la croissance et le rendement des plantes. Ils ont même ajouté que les légères variations observées d'une année sur l'autre étaient bien plus facilement explicables par les conditions météorologiques de la saison. C'est une étude parmi des dizaines d'autres qui arrive à toutes deux au même résultat. Face à des protocoles aussi rigoureux, la croyance populaire a bien du mal à tenir. Face à ces preuves de scientifiques, les défenseurs du calendrier lunaire ont souvent un dernier argument, celui de l'expérience personnelle. Je me fiche de vos études, je vois bien que ça marche dans mon jardin. Mon grand-père a toujours fait comme ça, et il avait des légumes magnifiques. C'est un argument touchant, car il est basé sur l'expérience et la transmission. Mais il confond deux choses très importantes, la corrélation et la causalité. Ce n'est pas parce que deux événements se produisent en même temps que l'un est la cause de l'autre. Oui, votre grand-père semait peut-être ses haricots à la pleine lune, et oui, il avait une belle récolte. Mais il avait surtout des décennies d'expérience. Il connaissait sa terre par cœur, il savait quand le sol était assez réchauffé, il choisissait les bonnes variétés, il arrosait juste ce qu'il fallait et il passait son temps dans son jardin. Toutes ces actions, basées sur un vrai savoir-faire, sont les véritables causes de son succès. La Lune n'était qu'un repère dans son calendrier personnel, une coïncidence. Attribuer sa réussite à la Lune, c'est ignorer tout son talent et son travail. Alors, si ce n'est pas la Lune, quels sont les vrais facteurs qui influencent la réussite de votre potager? Parlons du plus important, celui qui est sous vos pieds, le sol. La qualité de votre terre est absolument fondamentale. Un sol vivant, riche en matière organique, bien aéré, avec une bonne capacité de rétention d'eau, est la clé de tout. La présence de vers de terre, de champignons mycorhiziens, de milliards de bactéries bénéfiques, voilà ce qui nourrit vraiment vos plantes. Savoir si votre sol est argileux, sableux ou limoneux, connaître son pH, l'amender régulièrement avec du compost de qualité, utiliser du paillage pour le protéger et le nourrir, voilà les gestes qui ont un impact direct, mesurable et scientifiquement prouvé sur la santé de vos cultures. Passer une heure à améliorer la structure de son sol avec du bon compost sera toujours infiniment plus efficace que de passer une heure à consulter un calendrier astrologique.
C'est là que se trouve la vraie magie du jardinage, dans cette alchimie de la terre. Le deuxième facteur absolument crucial, et sur lequel nous avons moins de contrôle, c'est la météo. La température, l'ensoleillement et les précipitations sont les véritables chefs d'orchestre de votre jardin. La température du sol, par exemple, est un facteur déterminant pour la germination. Chaque graine a une température optimale pour germer. Semer des tomates quand le sol est à 10 degrés parce que le calendrier lunaire le dit est une garantie d'échec. Il faut attendre que la terre soit réchauffée à au moins 15 degrés. De même, la quantité de lumière solaire directe que reçoivent vos plantes va déterminer leur capacité à faire la photosynthèse et donc à produire de l'énergie pour grandir et fructifier. Un été maussade et pluvieux donnera toujours des résultats décevants, que vous ayez semé en jour fruits ou non. Apprendre à lire la météo locale et à connaître le microclimat de son jardin est une compétence bien plus précieuse que de savoir lire les éphémérides lunaires. Un autre élément souvent sous-estimé par les jardiniers débutants est le choix des variétés. Toutes les tomates ne se valent pas. Il existe des milliers de variétés de légumes, et chacune a ses propres caractéristiques. Certaines sont adaptées au climat frais, d'autres résistent à la sécheresse. Certaines sont plus précoces, d'autres plus résistantes à telle ou telle maladie, comme le mildiou. Choisir une variété de tomates provençales pour la cultiver en Bretagne est une mauvaise idée, peu importe la phase de la lune le jour du semis. Il est essentiel de se renseigner sur les variétés locales, celles qui sont adaptées à votre région, à votre type de sol. Discuter avec des jardiniers expérimentés de votre voisinage, visiter des bourses aux plantes locales ou choisir des semences paysannes et reproductibles sont des démarches qui auront un impact colossal sur vos chances de succès. La génétique de la plante est un facteur de réussite bien plus puissant que la cosmologie. Il est aussi intéressant de se demander pourquoi nous sommes si nombreux à vouloir croire en cette influence de la Lune. Cette croyance répond à des besoins psychologiques profonds. Dans un monde de plus en plus technologique et déconnecté de la nature, jardiner avec la Lune offre un sentiment de reconnexion à des cycles cosmiques, à une sagesse ancestrale. Cela donne l'impression de participer à un grand tout, de ne pas être seul face à son lopin de terre. Cela offre aussi un sentiment de contrôle. Le jardinage est plein d'incertitudes, la météo, les maladies, les ravageurs. Suivre un calendrier donne l'illusion de maîtriser un peu mieux ses éléments, de mettre toutes les chances de son côté. C'est une façon de simplifier une réalité très complexe. C'est plus rassurant de penser qu'il suffit de suivre un calendrier que d'apprendre les bases complexes de la biologie végétale et de l'agronomie. Le calendrier lunaire est une sorte de recette magique, et nous aimons tous les recettes magiques. Alors, faut-il brûler tous les calendriers lunaires? Faut-il se moquer de ceux qui les utilisent? Certainement pas. Comme nous l'avons dit, si le calendrier lunaire vous sert de guide pour être plus assidu et plus attentif dans votre jardin, alors il a une utilité indirecte. S'il vous motive à sortir, à observer, à agir, alors gardez-le comme un outil d'organisation personnelle. Le problème n'est pas d'utiliser le calendrier, mais de croire que la Lune est la cause du succès. Le danger est de se concentrer sur l'astre nocturne au détriment des vrais facteurs de réussite. Par exemple, si le calendrier vous dit de planter vos pommes de terre un jour racine, mais que le sol de votre jardin est encore gelé ou détrempé par la pluie, suivre le calendrier serait une erreur catastrophique. La règle d'or du jardinier doit toujours être l'observation des conditions réelles et locales, l'état du sol, la météo, la santé des plantes. Le bon sens doit toujours l'emporter sur le dogme. Existe-t-il une alternative plus scientifique et plus fiable? Bien sûr, c'est ce qu'on pourrait appeler un calendrier agronomique ou phénologique. Au lieu de se baser sur la position des astres, il se base sur des données concrètes et locales. Le point de départ est de connaître la date moyenne des dernières gelées dans votre région. C'est une information cruciale qui détermine tout le calendrier des semis. Ensuite, on utilise un thermomètre de sol pour savoir quand la terre est suffisamment réchauffée pour chaque type de culture. On observe la nature environnante, la floraison de certains arbres, comme le lilas,
et y est souvent un bon indicateur que le risque de gelées tardives est passé. On planifie ces cultures en fonction de leurs besoins spécifiques en chaleur et en lumière, et de la durée de leur cycle de croissance. Ce calendrier est personnel, adapté à votre lieu de vie et basé sur des décennies de données météorologiques et d'observations scientifiques. C'est moins poétique, c'est certain, mais c'est diablement plus efficace. Il est important de noter que le débat sur le jardinage lunaire est souvent passionné. D'un côté, il y a les sceptiques, armés de publications scientifiques, qui voient cela comme une pure superstition. De l'autre, il y a les croyants, armés de leur expérience personnelle et de leur intuition, qui voient les scientifiques comme des esprits étroits, incapables de comprendre les forces subtiles de la nature. Notre objectif ici n'est pas de jeter de l'huile sur le feu, mais de donner à chacun les outils pour se forger sa propre opinion. La science n'est pas une opinion, elle est une méthode basée sur des faits vérifiables et reproductibles. Et jusqu'à preuve du contraire, aucun fait vérifiable ne soutient l'influence de la Lune en jardinage. Cependant, la dimension spirituelle ou poétique, le sentiment de connexion que cela peut apporter, est une expérience personnelle tout à fait respectable. L'important est de savoir faire la part des choses entre ce qui relève de la croyance personnelle et ce qui relève du fait agronomique. Une autre confusion fréquente vient du terme biodynamie. Le jardinage avec la Lune n'est qu'une petite partie des pratiques de l'agriculture biodynamique. Ce courant, bien que basé sur les visions ésotériques de Rudolf Steiner, a aussi popularisé des techniques agronomiques très intéressantes et aujourd'hui reconnues même par l'agriculture biologique classique. Par exemple, l'importance de la vie du sol, la fabrication de compost de très haute qualité, la diversité des cultures, la création d'un écosystème équilibré au sein de la ferme, ce sont des principes pleins de bon sens. Souvent, les succès obtenus par des agriculteurs en biodynamie sont attribués à l'influence de la Lune, alors qu'ils sont en réalité le fruit de ces excellentes pratiques agronomiques. C'est un peu comme un athlète qui porterait des chaussettes porte-bonheur. Ses victoires sont dues à son entraînement, pas à ses chaussettes. Il est donc crucial de ne pas tout mélanger et de reconnaître ce qui, dans la biodynamie, est une pratique efficace et ce qui relève de la pure croyance. Au final, le message le plus important est celui-ci. Votre jardin, vos règles, le jardinage doit rester avant tout un plaisir, une source de détente et de satisfaction, pas une source de stress ou de dogmatisme. Si suivre le calendrier lunaire vous rend heureux, vous connecte à votre jardin et vous donne l'impression de mieux faire les choses, alors qui sommes-nous pour vous dire d'arrêter? Continuez, mais gardez simplement à l'esprit que la Lune n'est probablement qu'un placebo. L'effet positif vient de vous, de votre implication. Et si, au contraire, suivre ce calendrier complexe vous semble être une contrainte, une charge mentale qui vous empêche de jardiner quand vous en avez le temps et l'envie, alors libérez-vous, oubliez la Lune et concentrez-vous sur l'essentiel, la terre, l'eau, le soleil et l'amour que vous portez à vos plantes. Vous verrez que vos légumes pousseront tout aussi bien, et peut-être même mieux car vous jardinerez avec plus de liberté et de plaisir. Pour conclure cette exploration, on peut dire que le mythe du jardinage avec la Lune est un cas d'école fascinant. Il nous montre comment une croyance ancienne, basée sur des observations préscientifiques, peut perdurer à travers les siècles et même connaître un regain de popularité. Il illustre parfaitement le fonctionnement de notre cerveau, avec ses biais cognitifs qui nous poussent à voir des liens là où il n'y en a pas. Mais il révèle aussi un désir profond et légitime de retrouver un lien avec la nature et ses grands cycles. Le calendrier lunaire est une histoire que l'on se raconte, une belle histoire poétique sur l'harmonie du cosmos. Et même si cette histoire n'est pas validée par la science, elle a le mérite de nous pousser à regarder le ciel et à nous sentir faire partie de quelque chose de plus grand. C'est peut-être ça, finalement, sa seule et véritable magie. Nous rappeler de lever la tête de temps en temps. Donc, pour résumer tout ce que nous avons vu,
la science est formelle. L'influence gravitationnelle de la Lune sur la sève et l'impact de sa lumière sur la croissance des plantes sont si faibles qu'ils sont totalement négligeables. Les succès que de nombreux jardiniers attribuent à la Lune sont bien plus probablement le résultat de leur propre attention, de la météo, de la qualité exceptionnelle de leur sol et d'un mécanisme psychologique très puissant qu'on appelle le biais de confirmation. Le plus grand secret, le véritable plot twist du calendrier lunaire, ce n'est donc pas l'influence de la Lune, c'est l'influence du calendrier lui-même. Le simple fait d'avoir une structure, un plan, qui vous pousse à passer du temps régulièrement dans votre jardin. C'est ça, la vraie magie qui fait pousser les légumes. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose ou si vous voyez maintenant votre potager d'un autre œil, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes potagères. Et maintenant, la question finale, après avoir entendu tout ça, quel est votre verdict? Allez-vous continuer à utiliser le calendrier lunaire pour son côté poétique et structurant, ou allez-vous plutôt investir dans un bon thermomètre de sol? Je veux tout savoir. Débattons avec respect et curiosité dans les commentaires.